Bonjour à tous, donc on va parler dans cette session de Lambda en 2019 et quelques bonnes pratiques pour les développeurs ou pour bien gérer ces applications Lambda. Cette session va être découpée en 3 temps. Un premier temps sur quelques rappels sur les lancements qui ont été faits sur la fin 2018. Une deuxième partie avec un témoignage de Transdev Corporate avec Radek Nevtral qui est parmi nous, architecte d'entreprise, qui présentera leur cas d'utilisation de ces technologies. Et une troisième partie sur un ensemble de bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place dans le développement de vos applications serverless. Lambda, c'est un service qui existe depuis 2014, fin 2014, donc il y a maintenant 4 ans, qui entre dans sa 5e année, et sur lequel on a sorti beaucoup de choses, notamment l'intégration avec plusieurs déclencheurs, comme API Gateway, la possibilité de faire fonctionner sa Lambda dans un VPC, la possibilité d'avoir jusqu'à 3 Go de RAM dans la Lambda et des nouveaux langages, bien sûr. Donc, on a ressorti des langages en fin d'année, mais aussi une SLA à 99-95% de SLA et l'extension de la durée à 15 minutes. Et ce n'est pas fini, bien sûr, on vous prépare des nouvelles surprises pour cette année. Un petit rappel sur Lambda. Donc, on a tout d'abord un déclencheur d'événements. Ce déclencheur d'événements, c'est soit un changement dans les données, soit un changement d'état qui peut être sur un fichier par exemple, ou une requête web. Cet événement va déclencher votre fonction, cette fonction qui peut être codée en Node.js, en Python, en Java, en C#, en Go, en Ruby, ou alors maintenant avec votre propre runtime, dont on va parler un peu plus tard. Une fois que la fonction est déclenchée, vous allez pouvoir appeler des services qui soient sur la plateforme AWS, ou en dehors de la plateforme, ça peut être des services web alternatifs. Quelques patterns. Un pattern assez simple qui est le dépôt d'un fichier dans un bucket S3. Donc ça peut être le dépôt, simplement un put. Ça peut être la suppression ou ça peut être la mise à jour. Donc vous recevez l'événement. À partir de là, vous pouvez déclencher une Lambda pour faire du processing, une exécution sur ce pattern. Deuxième pattern, vous mettez le message dans un topic SNS par exemple, automatiquement ça déclenche une Lambda pour pouvoir traiter le message. Troisième pattern sur la partie queuing. Donc là, vous allez mettre des messages dans une queue comme SQS. Lambda va venir poller par groupe de messages. C'est vous qui définissez la taille du batch entre 1 et 10 messages. Il récupère les messages automatiquement et à la fin du traitement, il supprime les messages de la queue. Autre pattern, la partie stream, donc vous avez des streams de données sur Kinesis. Même principe, il va récupérer les messages progressivement pour pouvoir les traiter. Un pattern sur la partie chatbot. À la fin de votre conversation, vous avez une action à exécuter, ou même en entrée de votre conversation, vous voulez vérifier certains paramètres. Vous allez pouvoir déclencher avec Lambda l'action, par exemple une réservation d'hôtel dans un chatbot, une réservation d'avion ou autre chose. Et le dernier, qui est souvent un des plus utilisés pour gérer son infrastructure, donc d'un côté Ops, qui est de pouvoir déclencher une Lambda en la base d'un timer. Donc soit régulièrement, toutes les 5 minutes, 10 minutes, etc. Ou alors, pourquoi pas, le matin pour démarrer les environnements de développement ou de test pour vos testeurs, et le soir pour les éteindre, ou en milieu de journée pour les éteindre. Donc simplement déclencher votre Lambda à partir d'une CRUD table qu'on va mettre dans CloudWatch Events. Donc ça, c'est les différents patterns qu'on va pouvoir retrouver. Maintenant, sur la partie IDE, ce qui est sorti en 2018, donc il y a Cloud9 qui vous a été présenté dans d'autres sessions, si vous voulez l'utiliser. Mais ce qu'on a fait, c'est plutôt de s'intégrer aux différents outils du marché. Donc depuis quelques jours, vous avez directement disponible sur la marketplace d'IntelliJ ou de Visual Studio Code un toolkit AWS qui vous permet de voir toutes vos fonctions sur votre compte, une fois que vous avez configuré votre compte, qui vous permet d'accéder à la configuration de ces fonctions et éventuellement de les déployer. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire en local, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être connecté à la plateforme AWS pour tester votre Lambda, pour tester votre Step Function ou même votre table DynamoDB. Il existe des instanciations locales qui sont principalement basées sur Docker, donc avec SAM, avec Step Function ou même avec DynamoDB que vous pouvez exécuter sur votre poste de travail pour pouvoir tester vos fonctions. Donc ça, c'est sur la partie tooling. Une des nouveautés de la plateforme,
c'est aussi l'utilisation des layers. Donc les layers ont vraiment pour objectif de partager des bibliothèques entre plusieurs fonctions. Jusqu'à présent, vous aviez la nécessité de déployer vos dépendances avec chaque fonction. Là, vous pouvez externaliser vos dépendances dans une layer et partager cette layer avec les différentes fonctions lambda. Comment ça se présente? On va simplement mettre toutes ces dépendances dans un fichier zip qu'on va uploader et créer en tant que layer, et cette layer va être versionnée. Elles sont immutables dans le sens où vous ne pouvez pas mettre à jour une layer. Si vous voulez mettre à jour une layer, ça implique que vous changiez la version de la layer. Donc si on est en train de partager, par exemple, une bibliothèque en Python qui s'appelle Tweepy, qui permet de gérer des tweets, vous avez créé votre première version avec toutes ces dépendances. Si vous voulez mettre à jour cette version parce que vous avez fait une petite erreur, vous la passez de la Python 2.7 à 3.7, vous allez mettre à jour cette layer et à chaque fois, vous allez indiquer sur quel runtime elle fonctionne. Si jamais une version est effacée, vous ne pourrez pas créer de fonctions lambda qui vont référencer cette version. Par contre, toutes celles qui existent encore et qui sont en cours de fonctionnement sur la version effacée vont continuer de fonctionner. On peut référencer jusqu'à 5 layers dans chaque fonction, dont une d'entre elles peut être un custom runtime. Sur la partie custom runtime, donc depuis reInvent, vous pouvez maintenant créer votre propre runtime. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous fournit aujourd'hui des runtimes préconfigurés, comme je vous disais tout à l'heure, Java, C#, Go, Ruby, etc. Maintenant, si vous avez envie d'exécuter du PHP, vous pouvez créer votre propre runtime. Il y en a déjà quelques-uns qui existent sur le marché, avec du Laravel, avec d'autres frameworks PHP. Vous pouvez aussi trouver de la part des partenaires des custom runtime en Erlang, en COBOL et encore d'autres. Donc si vous avez envie de faire une lambda en COBOL, c'est possible. Tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas d'a priori. Il faut savoir que le runtime, ça compte comme une layer. Donc si vous avez un maximum de 5 layers, votre runtime constitue lui-même une layer. Comment ça se présente un runtime? On va avoir un fichier Bootstrap. Ce fichier Bootstrap, il va servir d'interface entre le service lambda et votre fonction à exécuter. Et votre fichier Bootstrap, il doit être capable de gérer les erreurs, les réponses et invoquer le prochain événement sur la lambda. Toutes les fonctions, enfin tous les paramètres sont partagés en tant que variables d'environnement sous Linux pour pouvoir accéder à ces éléments. Donc ce qu'on va avoir ici, en fait, on va répondre à des événements. Donc on va écouter en permanence en local à l'intérieur de votre runtime l'adresse invocation /next pour avoir le prochain événement. Et à partir du moment où on a le prochain événement, on va gérer la réponse et gérer l'erreur. Initialiser l'ID de l'erreur s'il y a une erreur, le récupérer et l'injecter. Donc un exemple en bash, parce que vous aimez tous le bash. Donc là, je récupère en fait quel est le handler de ma fonction. Je vais faire un while true pour justement monitorer la partie invocation /next que je vous ai indiqué tout à l'heure. Une fois que j'ai un événement, je vais lui assigner un request ID. Je vais exécuter ma fonction, donc qui est dans un autre fichier. Je vais récupérer sa réponse et ensuite j'envoie la réponse à mon runtime lambda. Et ainsi, vous êtes complètement interfacé avec lambda et il va pouvoir récupérer les événements pour les afficher sur la console. Une autre partie, ça va être de garder votre orchestration à l'extérieur de la lambda. L'avantage, ça va être d'éviter d'avoir toute la logique dans votre lambda, mais depuis novembre 2018, ce que vous pouvez maintenant faire, c'est aussi appeler d'autres services depuis Step Function. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà utilisé Step Function, comment ça se présente? Vous avez des tâches, et chaque tâche peut représenter une lambda ou un autre service AWS, et chaque tâche va être exécutée. Donc, quand elles sont en vert, c'est que tout s'est bien passé. Vous avez, avec Step Function, un log de chaque étape,
Et vous pouvez ainsi savoir si une étape est en rouge, qu'il y a eu un incident, et avoir accès sur ce qui s'est passé. Vous pouvez faire des choix ou même des étapes en parallèle, ou avoir un système de rejeu sur erreur en capturant les erreurs. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est intégrer d'autres services comme SNS, SQS, SageMaker, Glue, Batch, ou même des conteneurs qui vont venir s'intercaler dans votre workflow. Pour vous donner un exemple plus précis, jusqu'à décembre, pour gérer un batch, il fallait qu'on ait plusieurs lambdas, un qui soumettait le job, une lambda qui allait récupérer régulièrement le statut du job pour savoir s'il était fini. S'il était fini, envoyer un message à SNS. Depuis décembre, avec l'intégration directement dans Step Function de batch, vous lancez votre batch, vous récupérez si c'est un succès ou si c'est une erreur directement, et vous pouvez envoyer le message. Donc on a simplifié entre les deux la gestion, par exemple, de batch. Mais ça va être le cas avec d'autres services. Pour vous rentrer un peu plus dans le concret, je vais passer la main à Radek, qui va vous faire un retour d'expérience sur comment Transdev utilise le serverless pour ses applications. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Radek Nevertal, je travaille à la société Transdev. Donc, je vais vous parler de notre projet en fait, de mise en place d'un ESB en utilisant la technologie AWS. Donc, une petite présentation de la société Transdev. Donc, c'est aujourd'hui un chiffre clé 6,7 milliards d'euros, 83 000 employés, 43 000 bus en fait, ou véhicules en fait, qu'on exploite, 3,5 milliards de voyageurs transportés par an, et on est présent dans 20 pays. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près un concurrent de SNCF ou RATP. Donc, objectif du projet, c'était mettre en place en fait, un référentiel de données et les flux de synchronisation en fait, de ces données entre plusieurs applications. Donc, à l'origine, on avait deux alternatives. Soit prendre un outil en fait, du marché, forcément très très cher en fait, ou développer nous-mêmes quelque chose. Et là, on s'est dit développer quelque chose directement serverless. Donc vous pouvez aussi vous poser la question pourquoi on a fait avec des containers et tout ça et tout ça. Bah, on voulait prendre ce qui est le plus moderne, entre guillemets, le plus abouti. Et des contraintes qu'on avait autour de ça, donc essentiellement le temps. Donc on devrait mettre en place quelque chose extrêmement rapidement. Donc avoir des premières choses en fait en production au bout de 3 mois. Donc on avait aussi des contraintes d'agilité. Ça veut dire que le besoin n'était pas super bien défini. En fait, il fallait être en fait quand même dans une méthodologie d'agile. On rajoutait les applications au fur et à mesure. On ne savait pas de quelle application il s'agit. Ils n'étaient pas encore managés en fait chez Transdev. Donc, pouvoir en fait s'adapter extrêmement rapidement en fait à cet écosystème qui était très mouvementé. Et la partie scalabilité, on voulait déployer assez rapidement en fait, les différents réseaux. Donc, en France, on opère à peu près 150 réseaux. Donc, c'est commencé par exemple par un réseau en fait, urbain, je sais pas, de Metz, par exemple, continuer assez rapidement en fait, sur toute la France. Donc, des critères de choix assez classiques, c'est couverture des besoins en fait. Donc, la solution couvre les besoins, le coût. Donc la réutilisabilité, que ce soit de la plateforme ou des flux ou après la partie monitoring, donc la partie monitoring technique et fonctionnelle de chaque flux, et facile à déployer. Donc facile à déployer dans le sens chaque flux, la plateforme, mais aussi l'environnement de développement. C'est pour ça qu'on a pris aussi Cloud9 pour les développeurs, en fait, afin qu'on puisse assez facilement scaler en fait, avec nombre de ressources développeurs assez facilement. Donc déjà, qu'est-ce que c'est en fait en réalité un flux d'intégration USB? C'est en fait une source, une ou plusieurs sources, produit des données suite à des événements métiers, quelqu'un l'a rempli ou quelque chose s'est arrivé, et une ou plusieurs en fait cibles qui souhaitent en fait consommer ces changements, cette synchronisation de données.
Donc déjà, par définition, en fait, souvent, c'est des échanges assez unitaires. Donc un objet avec, par exemple, une liste d'objets associés en fait à celui-ci. Donc c'est des volumétries assez faibles. Souvent, on souhaite faire en fait dans un USB des échanges en temps réel ou quasi temps réel. Et par définition, on essaye de ne pas mettre trop de logique métier dans le flux de synchronisation de données. Donc dump pipelines and smart endpoints. D'où en fait, par définition, Lambda est quelque chose qui est assez adapté, parce que quand on a commencé le projet, Lambda, en fait, le temps d'exécution était assez limité, la mémoire, en fait, est aussi limitée d'une Lambda. Donc, c'est en fait, même le code, en fait, le paquet, il doit avoir une taille limitée. D'où, étant donné qu'on avait ces trois contraintes, ils s'étaient vraiment beaucoup adaptés en fait à nos contraintes en fait, des flux USB. Et en plus de ça, on a en fait un nombre d'exécutions qui varie dans la journée par rapport à combien d'événements en fait se produisent dans la source. Donc on peut très bien voir dans la nuit qu'il ne se passe rien, et dans la journée ou lors des périodes de pointe qu'il se passe beaucoup de choses. Imaginons comme source un véhicule connecté, un bus. Quand il roule, en fait, on a énormément d'événements. Quand il est dans les dépôts, il ne se passe rien, en fait, on ne synchronise pas. D'où l'architecture qu'on a mise en place, en fait, est basée, est orientée composants. C'est quelque chose qu'on n'a pas inventé nous-mêmes, c'est déjà quelque chose qui s'est fait beaucoup dans l'intégration avec vos outils que vous avez chez vous. Quand vous prenez les outils traditionnels de USB, en fait, déjà l'architecture orientée composants existe. Donc on a juste reproduit quelque chose qui est déjà en fait prouvé depuis des années. Ça veut dire en fait un ou plusieurs composants en fait input interface component, donc un par type en fait de source, un global mediation component où il y a toute la partie en fait routing, orchestration en fait de ça. Donc entre les inputs et le global mediation, on transforme l'objet de la structure en fait source vers un common data model. Après un ou plusieurs specific mediation components et un output interface component par l'application. Quelque chose qu'on a emballé, tout ça, dans une state machine, donc step functions comme Alexandre il vous a présenté tout à l'heure, parce que ça se suit, tout simplement. Donc l'ensemble, en fait, est serverless. Pour tout ça, en fait, quand on a commencé à faire des premiers flux, on s'est rendu compte que... et pourquoi pas faire la migration avec? Moi, personnellement, je l'ai essayé en fait, avec des USB classiques. Ça a toujours explosé. Parce qu'en fait, quand on essaie d'utiliser en fait, flux de synchronisation sur les migrations ou sur des foules, on n'avait jamais assez de serveurs, c'était trop de transformations, ça prenait des semaines et des semaines. C'était impossible. Pour autant, on l'a essayé quand même de faire avec des lambda, et ça marchait. Par contre, pour que ça n'explose pas, on a créé en fait un nouveau composant qui est devant, qui s'appelle des couple component, qui en fait coupe le full en plusieurs messages en fait unitaires qui se suivent. Et pour qu'ils se suivent et pour qu'on les en fait absorbe par la suite, on a mis en fait entre les deux composants en fait une queue SQS dans laquelle en fait on découpe le composant dans les petits paquets d'une taille en fait qu'on a choisi. Donc tout ça en fait, ça c'est l'essentiel de notre flux. Donc chaque flux en fait est utilisé à ces composants-là, sauf celui-ci il est optionnel, mais cela en fait obligatoire. On réutilise en fait les mêmes lambda, donc un input interface component pour tous les flux c'est le même. C'est juste en fait les paramètres d'environnement qui changent, qu'est-ce qui se passe en fait dedans. On réutilise les mêmes librairies, donc une connexion à une base de données NoSQL. C'est toujours la même, en fait, ou connexion à une base de données SQL, que ce soit un web service, SOAP, REST, ce que vous voulez. C'est toujours en fait le cas, ou un accès en fait à S3, ou ce que vous voulez, en fait, c'est toujours les mêmes connecteurs en fait, qu'on utilise. Et on a mis quelques enablers en fait, pour tout ça. Donc, pour la partie log, on utilise le CloudWatch classique. Après, on calcule en fait, donc, l'état de chaque flux par une lambda. En fait, on récalcule s'il était OK ou KO, et on le réinsère en fait, dans une DynamoDB. Avec une stack ELK, donc Elasticsearch plus Kibana, on fait le monitoring en fait, fonctionnel de chaque flux pour savoir en temps réel est-ce que le flux était
bien exécutée ou pas. Là, la partie en fait error handling, donc on a une queue classique derrière en fait pour faire les replays et rejeux en fait des différents flux et pour analyser en fait qu'est-ce qui s'est passé. Et on persiste en fait le message entre les différentes lambdas dans une DynamoDB. On utilise des S3 pour les données de configuration, etc. Donc, suivant. Les learnings. Donc, première chose en fait, c'est la mise en place du socle. Donc, la mise en place du socle, on s'est rendu compte qu'en 2 mois, on avait déjà le socle fini avec un premier flux en fait qu'on pouvait déployer en production. Par rapport en fait à une approche traditionnelle où déjà choisir en fait un USB du marché, négocier les prix, les déployer, vous en avez minimum pour 6 mois, 1 an. La partie déploiement. Donc au début c'était pas facile parce qu'en fait c'était un premier projet en fait du serverless chez Transdev. Donc il fallait quand même en fait un peu batailler. Au début on a avec les déploiements classiques, avec la pré-prod, pas habitué trop en fait sur les DevOps et tout ça. Donc, au début, on a commencé en fait à déployer avec les guides d'installation classiques, etc. En fait, on s'est rendu vite compte que cela ne va pas être très agile parce que, imaginons que vous avez un flux en fait. Donc, le kiff de chaque architecte, c'est avoir plusieurs sources et plusieurs targets. Donc, dans un référentiel de données, comme par exemple le référentiel de conducteur, il y a 3 applications qui peuvent insérer un conducteur, 10 qui le consomment. Imaginez un déploiement de chacune de ces applications chaque 6 semaines. Vous devez déployer en 6, potentiellement si l'interface change, 13 fois en 6 semaines. Donc d'où en fait vous avez 13 fois plus de déploiements qu'une application en fait classique, si vous avez des flux en fait un peu en étoile. D'où en fait les déploiements, c'était quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé avec les équipes. Donc on a commencé en fait à scripter tout en fait sur la partie en utilisant CloudFormation et par la suite en fait en appelant directement à partir de Jenkins en fait les différents déploiements, on est passé à plusieurs déploiements par semaine qui se font en minutes. Donc je sais que l'année dernière, j'avais les chiffres en tête, c'était 130 déploiements en fait de flux en une année, ce qui fait pratiquement un déploiement chaque 2 jours. Donc la partie coût. Donc là, c'était peut-être la plus jolie surprise parce qu'on ne paye plus de licence en fait d'un USB standard. Donc tout est en fait dans la partie CRS, tout est basé sur le coût en fait à l'exécution. Donc c'est déjà en fait un énorme bénéfice. Mais si on prend aussi, j'avais un chiffre en fait, je ne sais pas s'il y est. Excusez-moi, donc voilà, on passe. Donc on a en fait 10 millions de lambda par mois pour 26 € par mois. Donc c'est quelque chose quand même, vous imaginez 10 millions d'intégrations à 26 €, il faut en fait déployer quand même des serveurs USB pour arriver à ça. Hein. Et sur la partie en fait ces functions, c'est un tout petit peu plus cher, je pense que c'est 4 millions de state pour quelque chose comme 80 €. API Gateway, on arrive à quelque chose comme, je ne sais pas si c'est 15 centimes par mois. Donc, en effet, en fait, on n'expose pas énormément d'API en fait, à l'extérieur, c'est essentiellement l'intégration interne, mais c'est des choses en fait, qui se comptent plutôt dans les centaines d'euros. Il faut quand même faire très, très attention en fait, à des produits qui sont autour, comme par exemple Elasticsearch ou comme DynamoDB, parce qu'on a fait aussi des erreurs qu'on a aussi laissées par exemple un peu larges. On a sauvegardé des messages pendant très très longtemps, et ça peut très très vite en fait exploser ces coûts-là. Donc ça, on a aussi appris. Donc il y a tout un travail en fait à optimiser ces coûts-là. Quand ils ont annoncé en fait à Las Vegas en fait l'année dernière le Dynamo on Demand, donc on l'a testé et juste en mettant en fait en place Dynamo on Demand sur certains flux, ça nous a fait économiser 90% en fait du coût de Dynamo, ce qui est le coût le plus élevé avec Elasticsearch. Et juste par rapport, en fait, il y a souvent des vendeurs en fait, des produits traditionnels qui vont vous dire oui, mais on vous vend un super produit, vous avez juste un drag and drop en fait, des flux, en fait, des connecteurs et tout ça, ça marche, c'est magique en fait, ça se connecte tout seul, ça fait le mapping tout seul, etc. Moi, j'ai repris les mêmes ABAC que j'avais avant avec des produits traditionnels, les leaders du marché, et on arrive à respecter exactement les mêmes ABAC en fait des coûts. Ça veut dire que le développement n'est pas plus cher que de se dire bah, je prends un produit traditionnel ou ETL. Après la partie monitoring, donc
Donc, on avait créé en fait 2 plateformes de monitoring, une pour le monitoring fonctionnel, donc qui était basée sur la stack ELK, donc Elasticsearch Kibana, et une partie qui était basée en fait sur le Grafana pour monitorer tout ce qui est infrastructure. Donc, notre retour d'expérience par rapport à ça, c'est que la plateforme technique en fait n'était pas utilisée du tout. Donc la prod, en fait, on l'a créée pour la prod, la partie monitoring technique, et le monitoring fonctionnel pour les gestionnaires d'applications de flux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin réellement de le monitorer techniquement. En fait, ça marche. Donc c'était juste un gaspillage d'argent en fait, de créer cette plateforme-là, parce qu'on est aujourd'hui en train de la décommissionner. Donc pour les ajouts des nouvelles fonctionnalités, donc ajouter un nouveau connecteur. Vous avez, par exemple, je ne sais pas, là j'ai en tête, j'en ai parlé hier, un connecteur GraphQL. Donc, mis à part, est-ce que ça existe dans l'ETL ou USB standard? Donc, pareil, vous avez passé en fait 6 mois à négocier avec l'éditeur pour qu'il vous le vende. Et vous allez sûrement payer beaucoup d'argent en fait pour ça. Et mine de rien, mon expérience en fait passée fait que vous n'allez pas l'utiliser parce qu'en fait, il y a tel ou tel détail qui ne fonctionne pas. Donc, vous allez quand même le redévelopper. Donc, tant qu'à saisir, vous partez directement sur quelque chose qui est existant. Donc, il y a énormément de code en Node.js ou Python ou d'autres langages en fait qui sont compatibles avec Lambda, qui existent, qui sont souvent en fait juste là, ou qui vous permettent en fait énormément d'accélérer votre développement. Et il suffit juste de les utiliser, adapter en fait à votre besoin, et y aller. Et des limites Lambda. Donc là, peut-être vous allez vous dire, bah oui, il y a des limites. En effet, Alexandre, il en a présenté quelques-unes. Moi, je trouve quand même que c'est un peu dommage qu'on les a en fait aussi assoupli ces limites-là, parce que grâce à ces limites-là, finalement, on a mis en place quelque chose qui était propre. Donc, quand la lambda, en fait, elle pouvait tourner en, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 minutes, peu importe. Donc, au début, en fait, elle pouvait tourner, c'est sûrement moins que 15, en fait. Elle pouvait tourner, en fait, beaucoup moins. Donc, finalement, en fait, c'était beaucoup plus dans une approche, en fait, microservice. Quand vous vous dites, déjà, microservice, il est limité à 3 minutes ou 5 minutes, vous êtes plutôt dans le microservice. Quand vous dites que c'est 15 minutes, vous commencez déjà à être vraiment à côté de la plaque, je pense. Après, je ne dis pas qu'il y a des use cases sûrement en fait, qui existent, qui nécessitent ça, mais c'était en fait, ça nous a obligés, à part ça, rajouter le fameux decoupled, ça nous a obligés à réfléchir en fait autrement, à faire vraiment des services beaucoup plus limités. Pareil pour la limite de mémoire. Si en fait vous avez une limite de mémoire extrêmement élevée, vous allez mettre en fait énormément de données, des données inutiles, des choses qui ne servent à rien. Vous allez faire des collections pas optimisées, etc. En ayant en fait des limites assez basses, ça vous oblige en fait à réfléchir plus proprement à des paramètres que vous passez, passer qu'est-ce qui est besoin, et utiliser en fait la mémoire qu'est-ce qui est besoin. Et pareil pour le code. Donc à un moment donné, le code il est limité dans lambda. Si un code il prend trop de place, ça veut dire que vous faites déjà trop de business rules ou trop de transformations en fait dans votre microservice, et vous êtes déjà à côté de la plaque. Donc moi je pense que les limites qui sont dans Lambda sont une bonne chose parce que ça vous permet en fait de rester dans l'approche en fait qui est la bonne en fait des microservices et de découper votre code, découper en fait vos fonctions, découper en fait votre travail en fait correctement. Donc le futur on va continuer à évoluer en fait le framework USB. Donc j'ai mis juste 3 pistes en fait comme ça qu'on avait. Par exemple, un remplacement de DynamoDB, c'est ce que je veux dire. On passe en fait l'objet entre chaque lambda par DynamoDB en fait d'une lambda à l'autre. Honnêtement, en fait, en le mettant S3, on gagne énormément d'argent. On perd un tout petit peu en fait finalement de la rapidité, mais dans un flux en fait ni real time, les quelques microsecondes en fait, ça ne va pas chercher bien loin. Donc après, utilisation de paramètres store, aujourd'hui on n'utilisait pas, c'était juste pour plus mettre les mots de passe en fait, d'accès à des différentes applications, etc., quelque part plus protégé. Et après, par exemple, plus fonctionnel, alimenter en fait en automatique un data lake quand on échange des données pour pouvoir en fait à nos ingénieurs data de jouer avec des données en fait brutes. Tous les données qu'on échange, en fait, alimenter un gros data lake avec des données brutes pour qu'ils puissent faire en fait un peu de data discovery en fait sur ces données-là. Donc après, une autre axe, c'est des nouvelles plateformes. Donc aujourd'hui, on l'a fait pour la France ou pour quelques applications en fait mondiales, mais pourquoi pas en fait ne pas déployer ça en fait pour n'importe quel autre pays? Et en plus, c'est extrêmement facile. Je me souviens que dans mon ancienne expérience, refaire une nouvelle plateforme dans une autre région, c'était un projet de 6 mois à 500 000 €.
Donc installer les produits, on changeait, c'était pas exactement le même data center, c'est pas le même hébergeur, donc les serveurs n'étaient pas les mêmes, les firewalls n'étaient pas les mêmes. Tout ce qui prenait en fait 5 mois en fait de déploiement, là vous prenez vos scripts en fait CloudFormation, vous les déployez n'importe quelle région en fait d'AWS, et ça se fait vraiment en minutes. Hein. Vous prenez, en fait, vous pouvez le déployer où vous voulez. Vous pouvez même jouer avec ça, parce que si vous intégrez deux applications, je sais pas, imaginons Salesforce et ServiceNow, qui ne sont pas chez vous, c'est deux SaaS en fait différents. Vous avez un flux en fait pour intégration des deux. Je ne sais pas où est votre Salesforce, mais s'il est par exemple à San Francisco et votre ServiceNow il se trouve à Dublin, vous pouvez essayer de déployer le même flux en fait à San Francisco, le même à ServiceNow et tester lequel est le plus rapide en fait. Donc les déploiements dans une autre plateforme se fait en minutes. Donc c'est pour ça que pareil, on a des business cases de remplacement de USB en fait standard par celui-ci et on arrive à avoir des ROI en fait en 2 ans, juste en coupant en fait les RAN et les licences. Et après donc une autre axe, c'est travailler plus avec des lambda et du serverless plus général sur d'autres projets. Donc vous avez sûrement eu des présentations en fait du serverless avec des applications en fait web, des serverless dans des applications mobiles, que ce soit en utilisant des chatbots, en utilisant en fait d'autres services en fait machine learning, etc. Donc partout ailleurs, on souhaite maintenant en fait travailler de plus en plus avec soit des services managés ou soit des serverless en fait directement. Et donc, j'ai mis aussi l'intégration technique, je pense que vous avez tous déjà commencé avec. Donc, je redonne la main en fait à Alexandre, j'espère que je n'étais pas trop long. Merci. Merci Radek, super témoignage sur l'utilisation de différents patterns et de retours d'expérience. Donc maintenant, on va passer à quelques bonnes pratiques. Une des premières bonnes pratiques, c'est pourquoi démarrer from scratch. Alors, vous pouvez utiliser des frameworks comme SAM, comme Amplify, que vous avez peut-être vu dans une autre session, qui va vous aider à bootstrapper votre application, qui va vous aider à déployer aussi. Mais vous avez d'autres frameworks qui ne sont pas forcément fournis par AWS, comme Serverless Framework, qui est un des plus connus, Sparta ou Zappa aussi, sur lequel vous pouvez bootstrapper, déclarer vos applications pour pouvoir les déployer sur AWS. À quoi ressemble un template SAM ? On va voir une définition, simplement pour dire, parce que SAM, c'est une extension de CloudFormation, donc on va lui indiquer qu'on est dans un template SAM. Ensuite, on va lui indiquer qu'on est en train de déployer une fonction. Donc là, on lui donne un petit nom, on va dire que c'est une fonction. On va lui dire où se trouve le code de la fonction. Donc ici, il est sur S3. Le point d'entrée de la fonction, donc le handler, le runtime qu'on utilise, et on peut lui passer des policies, donc des droits qu'on va donner à cette fonction. Donc ici, on donne à cette fonction le droit d'appeler DynamoDB en read-only. Et après, on a l'événement déclencheur. Donc sur mon premier slide, c'était tout à gauche. Ici, c'est une API sur laquelle on va utiliser n'importe quelle méthode pour pouvoir appeler cette fonction lambda. Et le mode proxy, ça veut dire que c'est la lambda qui doit gérer les réponses de l'API. Et dernier point, on a déclaré ici une table DynamoDB. Par défaut, en déclarant une table comme ça dans SAM, elle est configurée avec 5 lectures et 5 écritures à la seconde. Un des points importants, ça va vraiment être de savoir quels sont les droits qu'on assigne à la lambda. L'objectif, ce n'est pas de mettre S3 étoile, DynamoDB étoile et faire en sorte que la lambda elle ait accès à tout, aussi bien la création du bucket qu'à la suppression du bucket, qu'à la mise en place des ACL. Donc vraiment limiter les droits de la fonction lambda à ce qu'elle a le droit de faire. Donc si son objectif c'est d'accéder à une table DynamoDB, on va juste lui donner la possibilité de faire des get items sur DynamoDB. Il y a 2 types de policy pour une lambda. Il y a la policy qui permet à la lambda de s'exécuter et d'accéder à des services, et il y a la policy qui permet de donner l'autorisation, par exemple à API Gateway, d'appeler lambda. Donc ça, c'est les 2 niveaux de policy que vous avez. Donc si on prend un exemple, dans SAM, vous pouvez aussi spécifier une policy en complément de ce qui existe déjà. Donc par défaut, quand vous avez une lambda, vous avez une policy qui s'appelle AWS Lambda Execute, qui va simplement donner les droits à la lambda de s'exécuter et de publier des logs dans CloudWatch. Ce que vous pouvez rajouter, c'est ici, je donne les droits, donc j'autorise ma lambda à faire un get item sur une table DynamoDB et je passe
le nom de ma table en attribut dans une autre variable. Mais SAM, ça ne se limite pas seulement à ça. En fait, avec SAM, on va aussi pouvoir définir sa stratégie de déploiement. Si je veux, par exemple, faire un déploiement linéaire de 10% toutes les 10 minutes, je vais pouvoir le faire avec SAM. Donc, je définis ici ma stratégie de déploiement. Donc, j'ai une section déploiement de préférence où je définis justement ce type linéaire. Je vais avoir des alarmes que je configure pour savoir si tout se passe bien ou s'il y a des erreurs sur mon déploiement. Et je vais avoir aussi des hooks ici, donc c'est d'autres fonctions lambda qui vont s'assurer que le trafic est correct, donc que j'ai une bonne réponse de ma lambda avant de valider mon déploiement. Donc on peut définir sa stratégie et avoir des hooks qui vont valider avant et après que le trafic s'est bien passé. Et ça, vous pouvez le faire aussi avec d'autres frameworks. Comment je vais gérer mes variables d'environnement? Donc vous avez plusieurs choix pour gérer les variables d'environnement. Le premier, c'est simplement utiliser celle de lambda. Donc c'est une paire de clés-valeurs que vous pouvez passer dynamiquement à votre fonction. Et vous allez pouvoir accéder à cette paire uniquement avec les fonctions qui existent dans chacun des langages, donc dans chaque runtime. En Python, ça va être la partie OS qui vous permet d'accéder aux variables d'environnement. On va pouvoir chiffrer ces variables avec KMS. Et on va pouvoir, par exemple, configurer une table Dynamo, une base de données, en transmettant l'URL simplement en paramètre ici de ma variable d'environnement. Et juste en dessous, si je voulais, je pourrais configurer la partie chiffrement de cette variable d'environnement. Et ça, vous y accédez directement dans le code de votre lambda avec un simple appel au runtime. Mais il y a un autre moyen de gérer ces variables d'environnement, c'est d'utiliser System Manager Parameter Store. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Vous allez pouvoir gérer des secrets dans Parameter Store de façon centralisée pour le partager entre toutes vos lambdas. Si par exemple je voulais stocker mes credentials Twitter pour pouvoir gérer des tweets sur lambda, je vais pouvoir le mettre dans Parameter Store et en plus je vais pouvoir les chiffrer aussi dans Parameter Store. Et comme ça, j'ai plusieurs lambdas qui vont pouvoir partager ces paramètres. Donc les variables d'environnement de lambda pour une lambda donnée, et si je veux les partager, plutôt Parameter Store. Je vais pouvoir gérer des hiérarchies, les stocker en clair ou chiffré. Je vais pouvoir réaliser des notifications. Si quelqu'un essaye de modifier mon paramètre, je peux aussi être notifié. Je vais pouvoir protéger en fait, l'accès à mes paramètres avec IAM. Donc Parameter Store est plus souple pour cette partie-là. En plus, je vais voir tous les appels à Parameter Store dans CloudTrail. Donc je peux aussi auditer qui a essayé d'accéder à mes credentials, par exemple. On peut ajouter des tags et c'est disponible sur toutes les API. Donc vous allez pouvoir définir dans Parameter Store des variables d'environnement, garder des secrets ou même, pourquoi pas, des feature flags. À quoi ça ressemble? Vous allez simplement activer le SSM, récupérer le nom de vos paramètres. Si le paramètre est chiffré, vous allez définir si vous voulez qu'on le déchiffre à la volée et vous récupérez la valeur de ce paramètre. Donc très simple à utiliser. En 4-5 lignes de code, vous avez récupéré votre paramètre, par exemple, pour appeler votre API Twitter. Maintenant, on va parler de quelques optimisations. On a vu tout à l'heure que la taille d'une lambda ou sa durée d'exécution, ça avait une importance, soit pour bien coder, mais on va voir aussi que ça a une importance sur les coûts. Pour bien comprendre, on va parler du cycle de vie d'une requête sur lambda. La première partie, on va télécharger votre code. Donc on récupère le code, quel que soit le runtime. On va démarrer un conteneur lambda. Je parle bien d'un conteneur lambda et pas d'autre chose. Une fois qu'on a démarré ce conteneur lambda, on va bootstrapper le runtime. Donc si c'est Node, Python, Java, etc., le temps de bootstrap ne va pas être le même. Et une fois que ce runtime est bootstrappé, on va exécuter votre code. Donc il y a toutes ces étapes qui se passent dans la vie d'une lambda, au démarrage. Et vous avez sûrement entendu parler de ça. Il y a ce qu'on appelle le cold start et le démarrage à chaud. Donc sur la partie cold start, en fait, tout ce qui est fait là a un impact sur la lambda.
Donc en fonction du runtime, suivant le langage que vous avez choisi, ça met plus ou moins de temps. Et oui, démarrer du Java, ça met plus de temps que de démarrer du Node.js. C'est un fait, c'est le runtime démarre plus lentement. Donc ça a un impact. Même si on travaille à diminuer ce runtime, chaque langage a son impact de démarrage. À la seconde exécution, il faut savoir que votre conteneur lambda a à peu près une durée de vie d'environ 5 minutes. Si jamais une deuxième exécution arrive dans ces 5 minutes, vous démarrez tout de suite ici. Donc tout ça est déjà bootstrappé. Et on va simplement démarrer votre code. Si jamais il y a eu trop de temps entre deux requêtes, on redémarre avec un cold start. Mais finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce cycle de vie? Deux choses. Tout ce qui est à gauche, rien en fait. C'est à nous de l'optimiser et d'améliorer cette partie-là. Donc le téléchargement du code et le démarrage du conteneur, c'est des choses sur lesquelles on travaille et on continue d'optimiser. Et vous allez voir des améliorations encore cette année. Sur la partie qui est à droite, le runtime, c'est vous qui choisissez. Donc ça a un impact. Et la deuxième partie, qui est le téléchargement de votre code, ça a aussi un impact. Plus vous mettez de dépendances, plus ce sera long à démarrer. Donc la gestion des dépendances va être importante. Pour vous donner un exemple, à chaque fois que je rajoute 100 MB de code, je rajoute 1 seconde au temps de démarrage de votre lambda. 100 MB égale 1 seconde. Donc il va être important de savoir quelle dépendance vous injectez dans votre lambda. Tout ça, on peut le monitorer dans X-Ray. Dans X-Ray, vous voyez le temps d'exécution de votre lambda complet. Et à l'intérieur, vous avez l'initialisation. Vous voyez en blanc ici tout le cold start. Et cette partie-là, c'est l'initialisation même de votre fonction. Donc elle a démarré très vite. Et après, vous avez le temps de processing. Comment faire un code de fonction efficace? Déjà, on va éviter les fonctions qui font tout, qui sont monolithiques, comme si on avait un gros conteneur, on met tout dans la fonction lambda. Non. Et Radek l'a dit aussi tout à l'heure, on fait des fonctions qui ont un seul objectif. On va gérer les dépendances. Comme je vous disais, 100 mégabits de plus égale 1 seconde de plus au démarrage. On va optimiser aussi pour son langage. Donc sur Node, on peut utiliser BrowserFi, MiniFi pour optimiser ça. On va aussi séparer le handler de la logique. Le handler est juste là pour démarrer la fonction et ensuite toute la logique doit être dans des fonctions dans des fonctions Python par exemple bien définies. Et on utilise les fonctions pour transformer et pas transporter de la donnée. Un autre point important, c'est que les conteneurs lambda sont réutilisés comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous pouvez faire du lazy loading. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la peine de charger 2 fois un client Boto 3 si votre fonction elle est rappelée. Donc comment ça se traduit dans le code? Tout simplement que si vous avez un client S3, vous allez l'initialiser, vous allez tester en fait s'il n'existe pas déjà. S'il existe déjà, ce n'est pas la peine de le recréer. Vous aurez gagné autant de temps dans l'exécution de votre lambda. Et ça, vous pouvez le faire sur toutes les variables globales. Vu qu'on réutilise les conteneurs régulièrement pour vos lambda, et uniquement les vôtres, vous n'allez pas tomber sur un autre conteneur, vous pouvez faire du lazy loading de cette façon-là. La gestion de la puissance. En fait, la puissance, elle a un impact. Quand vous tournez la mémoire de 128 mégabits à 3 gigabits, finalement, vous avez un impact sur le CPU et sur la bande passante. Si on prend un exemple d'un calcul, je vais prendre une lambda qui calcule 1000 fois tous les nombres premiers inférieurs à 1 million. Donc un brute force qui calcule tout ça. Si je prends une lambda qui fait 128 mégabits, je vais exécuter ça en 11 secondes. Et ça va me coûter 2,4 centimes de dollars. Maintenant, si je multiplie la taille par 2, donc j'ai pris 256 mégabits, donc j'ai plus de CPU, plus de mémoire, je divise quasiment le temps par 2. Par contre, j'ai augmenté ma facture. Je paye maintenant 2,8 centimes de dollars. Pardon. Si je double encore, je fais le même exercice, j'ai encore diminué mon temps par 2. Donc maintenant, je réponds en 3 secondes et je paye 2,6 centimes de dollars. Et si je fais encore l'exercice une fois, pour aller jusqu'au bout, cette fois, je paye quasiment la même chose que la première fois, à des pouillèmes de centimes près. Donc on est à 2,4 centimes de dollars. Il faut aller à la cinquième ou
sixième digital pour avoir la différence. Par contre, ma fonction, elle s'exécute en 1 seconde à la place de 11 secondes. Donc en ayant augmenté la mémoire, finalement, j'exécute en 10 fois plus vite pour le même prix. Vous allez me dire, mais c'est pas facile en fait de tailler sa lambda. C'est vrai. Donc pour ça, on vous aide un peu. Il y a un petit projet sur GitHub qui a été fait par AWS qui vous permet de définir la taille optimale de votre lambda en y associant le coût. Donc il teste 3 configurations, 256, 512, 1024, et vous savez à la fin quelle taille de lambda est optimale pour votre code. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Autre point qui a un impact sur la performance de votre lambda, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'un VPC? Donc un petit workflow tout simple pour savoir si votre lambda doit être dans un VPC ou non. Finalement, est-ce que vous utilisez des ressources qui sont dans un VPC eux-mêmes? Si vous appelez API Gateway, DynamoDB, S3, SQS, SNS, vous n'avez pas besoin d'un VPC. Donc on va éviter de l'utiliser. Par contre, si vous faites, est-ce que vous avez besoin d'accéder à des ressources dans un VPC et vous avez besoin d'accéder à Internet, là, du coup, vous allez aussi avoir besoin d'une NAT instance. Si vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet, vous mettez votre lambda dans un sous-réseau privé. Ce qui va être important à partir du moment où on est dans un VPC, ça va être de le répartir sur plusieurs zones de disponibilité et donc avoir plusieurs sous-réseaux. Mais aussi, quand on utilise un VPC, il va être important de bien dimensionner son sous-réseau. Parce que votre lambda, elle a une scalabilité qui peut aller jusqu'à à peu près 1000 lambda par seconde. 1000 lambda par seconde. 1000 lambda par seconde dans un VPC, ça veut dire 1000 IP de disponibles. Donc si vous avez taillé votre sous-réseau pour avoir seulement 150 IP de disponibles, vous ne pourrez pas scaler au-dessus de 150 lambda en parallèle. Donc bien dimensionner vos sous-réseaux. Et la NAT Gateway, j'en ai déjà parlé. Un autre point important, ça va être la politique de rejeu. En fait, votre lambda, quand vous appelez une API, elle est en mode synchrone. Donc il n'y a pas de retry. On n'a pas directement la lambda, elle répond ou elle ne répond pas. Mais en tout cas, le message est passé directement. Si on passe en mode asynchrone, donc vous pouvez appeler une lambda depuis une autre lambda en mode asynchrone, on va faire un rejeu 2 fois. Donc, si par exemple, vous avez déjà remarqué que si on dépose un fichier sur S3, on est plutôt en asynchrone, et vous pouvez voir qu'il y a des rejeux pour récupérer le fichier, par exemple. Si on est sur un stream, donc on va utiliser KineStream, en fait, s'il y a une erreur dans le stream, on peut partir dans une boucle infinie. Tant que le message en erreur est dans le stream, on va le traiter. Donc vous pouvez avoir une lambda qui passe son temps à traiter exactement le même message. Donc un des points importants, ça va être d'utiliser un système de dead letter queue pour pouvoir gérer cette politique de rejeu. Après que vous le mettiez dans SQS, dans SNS ou pourquoi pas même ailleurs, à partir du moment où vous êtes capable d'écarter un message qui est en erreur pour éviter justement qu'on le retraite indéfiniment. Et il faut savoir que les rejeux comptent comme des exécutions de lambda. Donc plus on tente de rejouer le message, plus vous êtes facturé. Donc ça va être vraiment important de pouvoir écarter ces messages sur la partie lambda. Je vous ai mis quelques ressources ici qui sont utiles. Comment on crée un custom runtime, un petit tutoriel qui vous permet de créer votre propre custom runtime. J'ai oublié de mettre le GitHub, mais sur GitHub, vous avez une section dédiée avec les custom runtime qui ont été fournis par des partenaires. Donc vous en avez en PHP, comme je vous disais, Erlang et tout un tas d'autres langages. Le toolkit pour PyCharm, qui est aussi sur GitHub, si vous voulez le récupérer. Les accès à DynamoDB local, Step Function local. Et le dernier, mais qui reste très intéressant, c'est comment je vais tuner la mémoire de ma lambda et ses performances pour avoir le meilleur rapport performance-prix. J'espère que cette session vous a intéressé. Merci à tous.